Business. Objectif, raison d'être. Cyril Ariel. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine dans Objectif Raison d'être, concrètement nous allons décrypter les tendances et les engagements éco-responsables pour le leader de la beauté. Nous recevons la directrice générale monde de la marque L'Oréal Paris qui se fera challenger par le PDG de Bloom Up par le prisme de sa marque Énergie Fruits. Il y aura également le débrief et les questions des internautes. Mais pour l'heure, on commence tout de suite avec la première partie. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE. Et nous sommes ravis. Cette semaine, nous allons parler des enjeux de la cosmétique sur ce plateau. Nous sommes ravis de la recevoir pour la deuxième fois Delphine Viguier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale monde de la marque L'Oréal Paris. Vous êtes à ce poste depuis plus de 4 ans. Vous avez reçu l'année dernière pour parler des engagements des femmes. Et cette fois-ci, on va parler d'éco-responsabilité avec votre marque phare. Cette semaine, de nouveau en plateau. Challenger pour la deuxième fois également, c'est Maxime Finaz. Vous êtes le PDG de Bloom Up et vous avez notamment votre marque Énergie Fruits. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un ancien L'Oréalien. Tout à fait. Merci Cyril pour votre invitation et ravi d'être là aujourd'hui avec Delphine. Bonjour et bienvenue à vous deux. Alors tout de suite pour rentrer, j'adore cette émission, on a le géant L'Oréal Paris. Vous êtes la première marque de beauté en monde. Vous faites plus de 2 milliards d'unités de production en termes de production dans le monde chaque année. Votre slogan, c'est parce que je le vaux bien. Alors à l'heure, on va dire en 2023, avec avec toutes ces crises, avec le dérèglement climatique, avec les enjeux de l'éco-conception, de la durabilité aujourd'hui, parce que je le vaux bien, ça se traduit comment dans votre marque L'Oréal Paris, Delphine Viguier? La mission de la marque L'Oréal Paris, c'est de donner du pouvoir aux femmes. C'est de leur rappeler qu'elles le valent bien, leur rappeler qu'elles doivent être assises à la table des négociations, qu'elles doivent être présentes dans la pièce et être là où les choses se décident. Et c'est la mission de notre marque avec des produits de beauté accessibles qui leur donnent confiance en elles. Et c'est ça la mission. Et je rappelle votre raison d'être, en tout cas le groupe, c'est créer la beauté qui fait avancer le monde. De l'autre côté, nous avons Énergie Fruits. Alors vous, Maxime Finaz, vous avez lancé votre marque il y a quelques temps, 4-5 ans? Oui, 4-5 ans, oui, tout à fait. C'est ça, 4-5 ans. Et votre raison d'être, quelle est-elle aujourd'hui? Sur ce segment, notamment des soins capillaires, vous partagez ce segment avec L'Oréal Paris en commun. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un petit peu le même terrain avec Delphine, qui est quand même essentiellement la grande distribution, pour la France en tout cas. Et nous, on souhaite promouvoir des produits qui sont naturels, sains, mais surtout transparents. Et quand je veux dire transparent, auditable en temps réel. Et ce qu'on essaye de faire avec notre marque, c'est proposer les meilleurs produits, bien sûr, mais faire un peu la lumière aussi sur toute l'industrie de la cosmétique. Et ça veut dire quoi aujourd'hui? Vous venez de le revendiquer. Vous êtes d'ailleurs sur le site de B Corp, B Corporation. Vous venez d'avoir une note 82,3 sur 200, déjà pour avoir la certification, c'est atteindre 80 points. Pourquoi vous avez voulu vous lancer dans cette certification? C'est tout l'enjeu, justement, je trouve, de la RSE et des engagements des entreprises en règle générale. Il faut qu'on arrive à passer d'un storytelling de marque à un storytelling de preuve. Une des manières de le faire, ça va être la transparence, on va peut-être en parler tout à l'heure. Ça peut être aussi de chercher des certifications qui donnent un peu de lisibilité aux consommateurs de manière neutre sur les engagements des entreprises. B Corp, ça nous semble être aujourd'hui l'une des communautés des entreprises les plus engagées dans le monde. Il y en a relativement peu, il y en a 6400. 7000. Voilà, c'est ça, donc 7000 et un peu plus de 300 en France. Donc, plus de 1000. Plus de 1000 entreprises à mission. Entreprises à mission, moi je vous parle de certifié B Corp. Oui, certifié B Corp, il y en a 320 si j'ai bien pris le site ce matin. Donc c'est relativement peu. On avait besoin de cette certification pour faire en sorte que nos engagements ne soient pas que des verbes de marque et que ce soit vraiment du sérieux et que ça puisse être compris par le consommateur et les autres entreprises. Et d'un point de vue, donc L'Oréal, plusieurs fois on vous a reçu sur ce plateau, vous êtes une marque puissante et c'est vrai que vous n'allez pas forcément sur cette certification au niveau groupe. On ne va pas forcément sur la certification, mais on sait que le groupe reçoit chaque année des prix sur l'engagement durable du groupe.
ce qu'on fait dans le groupe et ce qu'on a décidé de faire et de suivre, c'est les accords de Paris pour limiter l'augmentation de température à 1,5 degré. Et on suit l'intégralité des recommandations qui ont été données par les experts et par les scientifiques dans le cadre de ces accords de Paris. C'est vrai que ce n'est pas la même démarche de certification. En revanche, c'est des experts extérieurs qui nous donnent les contraintes environnementales auxquelles on doit se tenir. Ça passe par plus de plastique vierge que du plastique recyclé et recyclable, réduire de 50% les émissions de CO2, ne plus utiliser d'eau, utiliser l'eau en cycle dans nos usines et avoir des formules entièrement biodégradables qui disparaissent de la planète. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de certification. En revanche, on est audité dans les règles de ces accords de Paris et c'est les engagements qu'on a annoncés à l'extérieur et qu'on doit tenir. Notamment le SBTI. Maxime Finaz. Oui, j'avais 2 sujets. Donc, en effet, la première, c'est vrai que le groupe L'Oréal est énorme et pèse énormément sur l'industrie de la cosmétique. Moi, je trouve que le groupe aurait encore à gagner à offrir cette certification qui, pour le coup, offre un maximum de transparence. Et on sait que d'autres grands groupes, comme Danone, pour la partie Waters, peuvent le faire. Donc ça, c'était un premier sujet. Moi, j'avais aussi une autre question, en effet, sur la raison d'être de la marque L'Oréal Paris, qui est en effet très tournée vers les femmes. Et ça, c'est absolument fantastique et c'est très, très bien fait. Sur la partie environnementale, je trouve que c'est moins facile d'accès, c'est moins clair. Si je prends la partie environnementale de Garnier, c'est relativement clair, celle de Biotherm aussi. Sur celle de L'Oréal, avec les océans d'un côté. Voilà, ouais. Comment est-ce que sur L'Oréal vous allez réussir à clarifier cette... Donc je vais commencer par les certifications. Le principe d'une certification pour L'Oréal Paris, il faut qu'elle soit mondiale. Et c'est pour ça qu'on s'est attaché à suivre les accords de Paris, parce que c'est un groupe d'experts mondiaux qui ont documenté les étapes qu'il fallait réaliser dans l'industrie pour ne pas dépasser ce fameux 1,5 degré. Et Biocorp est sûrement très bien, et je ne conteste pas du tout, sauf que ce n'est pas mondial. Donc en réalité, j'ai besoin d'avoir un échelon mondial, point numéro 1. Et ensuite, chacun son histoire de marque. Le fait qu'on s'engage dans des développements durables et dans une marque plus propre, et je vais vous donner avec beaucoup de transparence les chiffres, là où on en est et là où on veut aller. Après, on ne peut pas raconter 50 histoires. Et c'est vrai que L'Oréal Paris, c'est le pouvoir donné aux femmes. C'est comme ça, c'est les jeunes réalistes de cinéma, c'est le harcèlement dans la rue, c'est l'inclusivité par âge, de couleur de peau, d'origine sociale. Et en fait, c'est ça mon histoire. Mon histoire, c'est les femmes. Ce qui ne m'empêche pas de faire du développement durable et d'avoir les mêmes contraintes que Garnier, d'ailleurs, du reste. En revanche, c'est vrai que c'est pas là-dessus que j'insiste dans l'histoire de la marque. Et c'est un choix assumé, et pour autant, tout en étant audité sur le développement durable de la marque. Mais c'est pas un choix d'histoire. Non, c'est un univers de marque. C'est un univers de marque, et mon univers, c'est les femmes. Et je pense que c'est tout à fait d'actualité également. Eh bien, en parlant des femmes, on va parler des cheveux au niveau de la formulation, mais également, il y a des nouvelles tendances, on l'a vu, on a plusieurs fois abordé, par exemple, les produits solides sur ce plateau à travers diverses marques, Ultra Doux, on en a parlé. Et vous, c'est vrai, vous lancez, mais tous les deux, vous lancez des gammes de soins. Le but, c'est également de réduire la consommation d'eau à la maison, parce que vous le dites, l'empreinte carbone, elle est également chez nous. C'est le fabricant, le producteur, mais également nous, consommateurs, consommatrices. Et donc vous avez lancé effectivement des produits, mais d'ailleurs tout comme Énergie Fruits, sur des produits sans rinçage. Absolument. En fait, ce qu'on voit pour un shampoing, c'est que 50% du CO2 est émis par celui qui le fabrique et qui le transporte, et 50% du CO2 est émis à la maison avec l'eau chaude que vous utilisez pour rincer. Donc là, il y a 2 actions. Des rinçages rapides. Il faut que la mousse s'enlève très facilement et très vite pour les produits classiques. Et essayer au maximum de faire basculer les femmes vers des soins sans rinçage. On utilisera moins de formules qu'on mettra sur le cheveu pour se démêler les cheveux, les faire briller, empêcher le dessèchement, les aider au coiffage. Et ça, ça réalise une économie d'énergie substantielle liée à l'eau de rinçage, en fait, à l'eau chaude de rinçage. Ou alors, il faut se rincer avec de l'eau froide, mais... Et une question concernant les produits solides. Est-ce que vous comptez également développer des shampoings solides, ou pour le moment, on reste sur la division Ultra Doux et DOP ? Pour l'instant, ça reste la marque Garnier, parce que sur L'Oréal Paris, qui est une marque, c'est vrai, où je vous disais, de donner du pouvoir aux femmes, le déclencheur, c'est un résultat qui se voit, qui donne de la confiance aux femmes. J'ai pas réussi à faire des shampoings solides qui arrivaient à un niveau de cosméticité et de qualité qui était suffisant pour les consommatrices L'Oréal Paris. Encore une fois, c'est... quand je vous dis, nous, on est plutôt le pouvoir donné aux femmes, et je ne parle pas de développement durable. Et là, sur les shampoings solides, les formules étaient un peu pour des cheveux très abîmés ou plus âgés ou très colorés, délivraient pas le résultat qu'on voulait pour la marque L'Oréal Paris.
De l'autre côté, chez Énergie Fruits, vous avez également pris le pari, l'engagement d'utiliser dans vos formules des ingrédients issus de l'upcycling, du coup comme la fleur de cerisier. Expliquez-nous comment vous arrivez à partir de déchets de cerisier à les incorporer dans vos formules. Alors c'est très simple en fait. Alors, pour la partie galénique, forme, on essaye de faire du solide aussi. Je rejoins Delphine sur le fait qu'il y a des contraintes qui sont énormes et que ça peut pas entre guillemets le faire pour tout le monde. On essaie de remonter d'un niveau et de travailler sur les formules. Au niveau formulation, un effort qu'on peut tous faire, je pense, dans l'industrie, c'est le choix des ingrédients qu'on va utiliser. Nous, on essaye dorénavant d'utiliser des actifs qui ont une efficacité prouvée, qui sont issus de l'upcycling. Donc là, vous parlez de la fleur de cerisier, par exemple. Vous savez que dans l'industrie alimentaire de la cerise, vous allez cueillir les fleurs de cerisier en amont pour faire grossir le fruit plus vite. Nous, ces fleurs, elles sont recueillies, elles sont retravaillées et ça en fait un actif antioxydant dans les cheveux qu'on va mettre dans un module pour les cheveux colorés. On le fait aussi avec le cacao, par exemple. On a trouvé des fournisseurs qui récupèrent les fèves de cacao qui sont non utilisées par l'industrie alimentaire. On en fait de la poudre de cacao qu'on va utiliser. Vous êtes les seuls dans les cosmétiques à les utiliser ou il y a d'autres marques qui se mettent sur ce segment avec ces fournisseurs-là? Non, il y a d'autres marques. Alors, et c'est vrai que c'est essentiellement des petites marques. J'imagine que c'est lié peut-être à des effets de volume, à des effets de flexibilité aussi dans notre approche. Il faut aller relativement vite quand on choisit ces ingrédients-là. Mais la réutilisation de matières premières, leur donner une seconde vie pour des actifs, c'est absolument fantastique. Là, vous consommez rien, quoi. Est-ce que ça fait partie, vous avez des démarches en cours ou pas chez L'Oréal Paris? Alors, c'est plus qu'une démarche en cours, c'est qu'on est en train de complètement transformer la façon dont on fait les formules. C'est vrai que L'Oréal, le groupe L'Oréal est un groupe de chimie du carbone, mais avec une chimie classique, une chimie organique classique, et qu'on est en train de complètement basculer depuis, je dirais, 15-16 ans, vers une chimie verte ou une biochimie. Donc, la synthèse de molécules par des bouillons de bactéries, par des champignons, par des plantes qui fabriquent la molécule pour nous. Donc on est passé de 0% de sciences vertes à 63% de sciences vertes sur la marque en 10 ans. Donc c'est plus qu'une transformation, c'est une révolution de formulation. Et l'objectif, c'est d'arriver à 100% de chimie verte et de matières premières abondantes et naturelles. Il nous reste très peu de temps, mais j'aimerais aborder encore 2-3 points ensemble. En termes de production, moi, les chiffres sont exorbitants, 2 milliards d'unités par an. Et vous revendiquez effectivement, vous avez une stratégie de production pour réduire votre empreinte carbone. Chez L'Oréal Paris, vous dites que vous faites de la production locale. Expliquez-nous. On ne transporte pas les produits, en fait. On transporte le moins possible les produits. C'est comme ça que je devrais le dire. C'est-à-dire qu'on fabrique au Brésil pour le Brésil, au Mexique pour l'Amérique latine, aux États-Unis pour les États-Unis, en Chine pour la Chine, etc. En Europe, en France. Alors en Europe, on a plusieurs, principalement en France pour la France d'ailleurs. Et ce qui permet de limiter le transport des produits. Ça a été une stratégie industrielle qui a été longtemps débattue. Et finalement, transporter des shampoings nous a paru assez rapidement assez stupide. Et donc pas de fret aérien. Non, tout ça de toute façon, il n'y a plus de fret aérien. Mais même le fait de les transporter par bateau, ça n'a pas de sens en fait. Donc on produit localement. Maxime, Alors nous, une des raisons d'être de la marque, c'est le Made in France. Donc pour le coup, tout est produit localement et depuis la création de la marque. Et vous êtes disponible dans 10 pays. Alors vous faites comment, vous, chez Énergie Fruits? Alors pour le coup, nos produits sont distribués à l'étranger. On n'est pas encore assez gros pour reproduire localement là où on est distribué. Mais si on peut leur donner accès à un petit peu d'engagement français, c'est déjà pas mal. Une question également qui est très importante. Donc c'est la production, la consommation et aussi le recyclage. Absolument. Quelles sont vos stratégies? Parce qu'en France, on est peut-être parfois en avance. Mais comment vous faites? Vous distribuez dans une centaine de pays. Quelle est votre stratégie de recyclage suivant les pays? Parce qu'on n'a pas tous ces innovations. C'est pas facile parce que vous devez avoir le maximum de contraintes pour être sûr que vous êtes recyclé dans tous les pays, ce qui est quand même globalement aujourd'hui vraiment le sens de l'histoire. L'objectif, c'est d'avoir un produit qui est 100% recyclé et recyclable. Donc plus d'utilisation de plastique vierge. À horizon 2025, on va être à 100% de plastique recyclé. Là, aujourd'hui, je suis à 53%, donc il reste 47%. Mais on est en bonne voie. Et que l'intégralité des packagings soit recyclés sans être triés. Donc à jeter facilement dans une poubelle de tri plastique. Donc on a changé tout. Les plastiques doivent être transparents pour être détectés sur les chaînes de triage. Ils doivent avoir une certaine taille. Là aussi, on a complètement changé nos... Mais on avance vite. On est à 100% de polyéthylène recyclé déjà et recyclable. Donc c'est une courbe en S. On a été long à démarrer et puis maintenant qu'on a les technologies, on pratique le tri avec Carbios du recyclage enzymatique où on donne en gros c'est des enzymes qui digèrent le plastique et qui ont... Et ça, c'est sur tous vos packaging ou sur l'ensemble du groupe? Sur 100% d'Elsev, c'est un plastique recyclé, recyclable à 100%.
qui est le gros du plastique de la marque. Et très rapidement, il nous reste 10 secondes, Maxime. Oui, tous nos PET sont déjà 100% recyclés, recyclables, tous nos packs sont remplissables. Et pour nos tubes, ce qui est une complexité, ils sont 75% recyclés, 100% recyclables quand on fait du monomatière entre la capsule et le tube, ce qui est une complexité supplémentaire. C'est une complexité, mais il faut le faire, c'est bien. On fait le maximum. Ils sont d'accord, dis donc, cette semaine, on est au top. Il est temps maintenant d'avoir justement le débrief de Candice Collin. BFM Business, objectif, raison d'être. Le débrief. Et bien sûr, comme nous sommes sur une émission qui nous plonge au cœur des enjeux de la cosmétique, nous avons Candice Collin, la cofondatrice des plateformes de Clean Beauty, Beautylitic. Bonjour Candice. Bonjour Cyrielle. Alors dites-nous tout, qu'est-ce que vous en pensez des engagements éco-responsables de L'Oréal Paris? Surtout, quelles sont vos questions pour Delphine Viguier? Alors, vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous êtes la première marque beauté au monde. Donc, chacun de vos engagements, toutes vos actions, au regard des volumes, a un impact positif ou négatif qui est extrêmement fort. Donc, moi, je retiens deux choses que je me suis plongée dans votre rapport RSE. La première, et c'est la pierre angulaire, c'est finalement votre plaidoyer pour une transformation du modèle sur toute la chaîne de valeur. Alors, un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre des marques ou des groupes qui sont encore très dans le on est responsable, donc on se lance dans des politiques de durabilité, où on fait le bien. Là, je pense qu'aujourd'hui, on est sur un principe de réalité. Et un grand pragmatisme de gestion des risques et non plus de je fais le bien. Et c'est ça que j'ai eu l'impression de retrouver en filigrane dans votre rapport. Mais je vous poserai des questions après à ce sujet. Donc pour moi, c'est essentiel, cette transformation du modèle sur toute la chaîne de valeur. C'est une industrie pétrochimique à tous les étages. Elle n'a pas vraiment d'autre choix que de se transformer si elle veut continuer à créer de la valeur. Le deuxième point, c'est une des manières d'y arriver. Donc la science, c'est votre... Voilà, c'est ce que vous êtes profondément, et notamment les green science. Le fait que vous ne versez pas dans finalement cette grande vague de la naturalité que je considère à outrance, est très dangereuse, avec notamment les biotechnologies qui sont, je pense, plutôt l'avenir de la cosmétique. Et là, pour le coup, je trouve que c'est un choix quand même responsable, dans la mesure où je pense qu'un acteur comme vous, aussi gros, peut déstabiliser des filières entières en termes de naturalité. Et on sait de toute façon, la limite de l'exercice, c'est l'équilibre qui prévaudra. Donc mes questions vont porter autour de la transformation du modèle. Quels sont aujourd'hui, à votre avis, pour L'Oréal Paris et peut-être plus globalement pour l'industrie, les risques financiers et opérationnels que les enjeux de réchauffement climatique font peser d'une manière générale sur l'industrie de la beauté? Et on laisserait Delphine répondre comme ça, c'est plus simple. D'accord. Donc les risques que font peser les enjeux climatiques sur la beauté, c'est les risques qui font peser sur tout. C'est-à-dire qu'on sait très bien que déjà les pays qui sont les plus sensibles au réchauffement climatique, c'est tous ces pays émergents où il y a toute la jeunesse de la planète qui arrive, et c'est des pays où le chiffre d'affaires de L'Oréal Paris est important. Donc il y a un enjeu, il y a un risque financier. Mais je réponds à votre question parce que vous m'obligez à raisonner comme ça. En réalité, on ne fait pas ça parce qu'on pense qu'il y a un risque financier. Mais il y en a probablement un, mais on n'a pas du tout raisonné comme ça. C'est la décision la plus facile à prendre, non, de transformer son industrie. En ce moment, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de possibilité. De toute façon, des lois vont apparaître et tant mieux. Mais on les a anticipées comme on a anticipé la loi sur les tests sur animaux. On a arrêté 20 ans avant la régulation. En 86, 20 ans avant la régulation européenne. Donc je réponds à votre question parce que je me sens obligée de répondre, et en même temps, j'ai pas du tout l'impression que ça soit notre mindset, le prisme. Non, il n'y a pas de choix, en fait. Il faut changer, il faut arrêter d'extraire du pétrole, il faut arrêter de brûler les réserves de carbone, il faut arrêter d'augmenter la température. En fait, il faut arrêter. On le fait parce que, je sais pas, on a des enfants. Je sais pas si c'est le risque financier, en réalité, qui a fait bouger tout le monde. Quand je parle de risque opérationnel ou financier, c'est par exemple, je vous donne un exemple, ce qui est l'eau, dont je parle assez souvent dans cette émission. Aujourd'hui, le stress hydrique, on le sait, pour certaines industries, et personnellement, je considère que pour l'industrie de la beauté, c'est le cas, ça risque d'être un risque opérationnel
et par ricochet financier. Donc c'est plutôt sur comment est-ce qu'on gère la RSE en termes de risque, parce que la responsabilité pour moi c'était il y a 20 ans. On se réveillait il y a 20 ans, on se disait on a... Là maintenant on sait qu'on y est. Et donc comment est-ce qu'on fait pour que les business continuent à créer de la valeur, et je vais oser un gros mot, à croître, parce que vous restez des entreprises. Et donc, par rapport à tous ces enjeux liés au réchauffement climatique, finalement, quelle est la cartographie des risques qu'on, généralement, on arrive à identifier dans la matrice de matérialité et qui va permettre à l'entreprise de se développer et en tout cas à créer de la valeur. Alors, je vais répondre facilement à cette question. Je vais citer mon président. Je pense que je n'oserais jamais le dire, moi, mais comme il l'a dit, je le répète. Quand un analyste financier a demandé à Jean-Paul Agon, mais combien coûte votre transformation, il a répondu, je ne sais pas. C'est pas grave. Donc, je trouve que ça répond bien à cette question de vous faites ça à cause du risque. Et ensuite, j'ai toujours du mal à répondre à votre question où est-ce que vous voyez le risque de ne pas passer au développement durable partout. En fait, on n'aura plus de consommateurs, il n'y aura plus d'eau pour rincer son shampoing, les pays, l'Afrique, l'Inde, l'Asie du Sud, qui sont probablement les zones les plus touchées par le réchauffement climatique, et l'Amérique latine, auront d'autres priorités que d'acheter de la cosmétique. Mais je pense que c'est une perspective qui est, c'est trop long terme. C'est trop grave. On n'en est pas là. On veut pas arriver là. C'est pas ça qui nous motive. C'est pas le schéma catastrophe. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. C'est pas catastrophe. Mais bon, vous êtes une entreprise en plus cotée, donc vous gérez obligatoirement. Et ensuite, augmenter les volumes. Vous augmentez les volumes en réduisant la taille des produits. On va réduire de 25% les bouteilles, la quantité de plastique dans Elvive, en faisant des bouteilles toutes fines, toutes plus petites, plus compactes. On va passer à des matériaux plus légers, intégrer beaucoup plus, comme tu disais, le carton, le papier recyclé dans les tubes. On va continuer de monter les volumes, peut-être, peut-être pas. Après, on a des concurrents, il faut rester compétitif, mais on va baisser le poids. On va changer de matériaux, on va recycler les produits, on va réutiliser les bouteilles. On va le faire, il n'y a pas le choix. C'est très simple comme décision. Eh bien, merci beaucoup Candice Collin pour vos questions. Et maintenant, on continue toujours pour avoir des questions pour Delphine Viguier avec vos questions, les questions des internautes. BFM Business, objectif, raison d'être. Les questions des internautes. Et bien sûr, les questions des internautes par ma consoeur Rebecca Blanc-Lelouch. Bonjour Rebecca. Bonjour. Et on commence avec Nacera cette semaine, qui vous demande, Delphine, comment la RSE a-t-elle contribué à votre performance financière globale, si ça vous a fait gagner de l'argent ? Alors je ne pense pas que la RSE nous ait fait gagner de l'argent. Je pense en revanche que le fait que le groupe soit engagé très fortement avec toutes les notations que vous avez vues et les chiffres qu'on a partagés et surtout la transparence de là où on est, là où on va, ça donne confiance. Et comme L'Oréal est un groupe coté, la confiance dans les résultats, dans les performances extra-financières de l'entreprise, elle est importante dans la notation de l'entreprise. Donc c'est plus dire que ça a fait gagner de l'argent à la marque, ça serait inexact. Surtout que souvent les produits durables sont plutôt plus chers à fabriquer, donc je dirais pas du tout que ça a fait gagner de l'argent. En revanche, ça donne une valeur à la marque et à l'entreprise, évidemment. Toujours avec Nacera, justement sur l'image de marque, avez-vous observé un impact sur l'image de marque, la fidélité des clients ou l'engagement des employés qui pourrait être directement attribué à votre engagement ? L'engagement des employés, évidemment. On ne peut plus faire venir des... Je trouve que c'est surtout sur les jeunes générations. Enfin, moi, j'ai une 50aine d'années. Et sur les jeunes générations, avoir une mission de marque, c'est vrai que moi, je pousse plutôt le pouvoir de la femme. Les femmes au pouvoir, les femmes réalisatrices, les femmes scientifiques, les femmes dans la tech, etc. Ça leur donne une histoire à raconter, ça les motive. Et le RSE, le social fait partie du RSE. Ça, c'est évidemment pour les jeunes. Après, pour faire bouger une image de marque, surtout pour une marque historique comme L'Oréal Paris, ça prend plus de temps. Ça doit être plus facile sur ta jeune marque naturelle. Tout à fait. Continue avec Sébastien. On poursuit avec Sébastien. Quelle est votre vision sur les produits dits refuel ? Où vous placez-vous à ce sujet ? Les produits ? Le refuel. Le recharge. La rechargeable. Ah oui, c'est très important. Là, on a... je pense que tu répondras aussi. Je me lance sur le shampoing. Je pense que l'idée de réutiliser les bouteilles de shampoing, il faut faire rentrer ça dans l'habitude des consommatrices. Nos clients sont très partenaires là-dessus. Donc, on va vendre pour chaque bouteille un sachet qu'on peut rouler, vider dans la bouteille de shampoing et refermer la capsule. Je trouve que c'est peu d'investissement finalement pour la consommatrice. Elles l'ont fait beaucoup dans la lessive. Donc je me dis qu'on va y venir. Et idéalement, après, passer à ces poches de papier qui seront en papier.
Ça a été lancé par Ultrado. Hein. L'Oréal Paris aussi. On a tous nos poches, mais il faut le faire rentrer dans l'habitude des consommatrices. Il faut remplir une bouteille de plastique, enlever le. Bon, il faut le faire. Mais ça va venir. Hein. Le refillable, je pense que c'est. Tout à fait. Nous, on travaille là-dessus aussi, avec des complexités aussi. Il faut que les poches soient monomatières. Donc, parce qu'il faut qu'elles soient recyclables. Les poches, exactement. Sinon, ça sert à rien. Et votre question, Rebecca, la com d'impact. À travers tout votre plan de communication, quelles actions mettez-vous en place pour séduire votre communauté et sensibiliser au sujet d'impact social et environnemental également? On communique relativement peu sur nos engagements RSE environnementaux. On le fait, on le publie dans le Progress Report, on communique très peu dessus. Parce que c'est pas l'histoire de la marque et encore une fois je répète, je suis sur le pouvoir donné aux femmes, donc on communique peu dessus. En revanche, la notion de transparence est importante. Donc on a sur tous les produits qu'on commercialise un score de A à E qu'on a partagé avec l'ensemble de l'industrie, avec nos concurrents, partenaires et autres industriels. Et donc la consommatrice peut choisir dès aujourd'hui de ne plus acheter un produit de la marque L'Oréal Paris parce qu'elle considère que son impact, quand il est mauvais, il est à E. Heureusement, on n'en a pas beaucoup, mais enfin, on en a 4. Elle peut choisir de basculer sur un shampoing qui sera noté A ou B. Donc il y a une notion de transparence quand même dans la communication. Mais on donne du pouvoir aux femmes aussi de choisir. Beaucoup de femmes dans cette émission, dont sur ce plateau et dans les engagements. Merci infiniment à tous et toutes. Surtout, merci beaucoup Rebecca Blanc-Lelouch, Candice Collin, Maxime Finaz et Delphine Viguier pour cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à même heure, au même endroit. D'ici là, prenez soin de vous et merci à tous. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.